Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est posée énormément, que ce soit en message privé, sur Twitch, sur Discord, sur Instagram, un peu partout, même sur les lives de Ici Japon Corp de temps en temps ou sur mes propres lives. La question c'est comment tu as appris le japonais? Et aussi, est-ce que tu as des conseils pour apprendre le japonais? Alors, c'est une question beaucoup plus complexe que l'on l'imagine. Il y a énormément de fantasmes autour de l'apprentissage des langues et encore plus autour du japonais. Certains pensent que c'est totalement impossible. Il y en a aussi qui sont persuadés qu'on peut apprendre le japonais en 3 mois avec la bonne appli et la bonne méthode. La vérité est ailleurs. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous raconter ma vie comme une méthode universelle. Chacun est différent, chacun a une manière d'apprendre différente. Je vais juste vous parler de mon parcours, de comment j'ai fait, comment je me suis débrouillé pour apprendre le japonais. Je vais vous présenter ce qui m'a réellement aidé, ce que je considère vraiment utile pour l'apprentissage du japonais. Si vous rêvez d'apprendre le japonais, ou si vous êtes simplement curieux de voir mon parcours, cette vidéo devrait vous apporter un peu des repères, et même, je l'espère, de la motivation. Et pour ceux qui ont déjà appris le japonais ou une autre langue, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires, je serai ravi de lire ça. Je lis absolument tous les commentaires, donc n'hésitez pas, franchement, cet espace est fait pour vous. Mais d'abord... Avant de commencer, un petit mot sur le sponsor du jour qui pourra vraiment vous aider dans votre apprentissage du japonais. italki. italki, c'est une plateforme qui vous permet d'apprendre n'importe quelle langue, avec des professeurs natifs, en cours particuliers 100% personnalisés. Vous pouvez suivre vos leçons directement depuis votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, chez vous, dans un café ou même dans un parc. Vous connaissez mon niveau en japonais, j'ai pas vraiment besoin de prendre des cours de japonais, donc je me suis décidé, pourquoi ne pas commencer à apprendre le coréen? Donc j'ai pris un petit cours de coréen, donc voici quelques extraits. ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。上のやつ、ちょっと待って。かだったね。か。そう、なんでこれも同じ感じで考えたらよくて、これがちょっと K はあと G みたいな音でしたので、G じゃなくてちょっと K の音に移ります。だからか、そうそうそうそう、かになるですね。Ce que j'aime avec italki, c'est que dès le premier cours, on parle avec le professeur nous corrige en direct, le professeur adapte le contenu en fonction de vos intérêts, on n'est pas du tout là face à un programme totalement figé, et en plus de ça, c'est hyper flexible. Pas d'abonnement, vous payez uniquement les cours que vous réservez. Vous choisissez un professeur en fonction de votre niveau, votre budget, vos ambitions, ou même la langue qu'il parle. Si vous voulez apprendre le coréen en partant du japonais comme je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et avec plus de 30 000 professeurs à travers le monde, il y en a forcément un qui vous correspond. Cliquez sur le lien en description et avec mon code ZEREMI, profitez de 5 € offerts lors de votre premier achat de 10 €. C'est valable pour les 50 premiers, alors n'hésitez pas et foncez pendant que c'est encore disponible. Un grand merci à italki pour leur confiance et nous, on repart à la vidéo. Alors, pour vous partager un peu mon histoire, je suis né en 1988 en Normandie. Enfin non, techniquement je suis né à Brest, en Bretagne, mais je suis normand, j'ai grandi en Normandie, blablabla. J'ai grandi en Normandie. À l'époque, on se posait pas de questions. On rentrait de l'école, on balançait le cartable, et on filait direct devant la télévision pour regarder Dragon Ball, Ranma Demi, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, et bien d'autres. Tous ces dessins animés qui faisaient rêver des milliers de gamins. Honnêtement, c'est pas très original. Je suis l'un parmi tant d'autres ayant grandi avec ces dessins animés. Mais c'est important de le préciser parce qu'on baignait tous dedans sans vraiment savoir ce que ça signifiait à l'époque. À cette époque, j'étais vraiment loin, très loin de m'imaginer que tout cela, tous ces dessins animés qui me faisaient rêver, venaient du Japon. Pour moi, c'était juste des dessins animés très cool à la télévision. L'idée qu'il y avait derrière un pays, une histoire, une culture, une langue, ça ne m'effleurait même pas l'esprit. Et souvent, en voyant vos commentaires, tout ça, beaucoup pensent que j'étais fasciné par le Japon depuis ma plus tendre enfance. Non, pas du tout. La passion est arrivée bien plus tard. Alors, il y a eu des graines qui ont été semées dans mon enfance, mais voilà, j'ai pas envie de créer un mythe. Voilà, je ne suis pas né fils du soleil levant du jour au lendemain. Comme vous le savez peut-être, j'étais un grand fan de Dragon Ball. Mes parents, avec leurs moyens, et on n'était pas une famille riche, m'achetaient souvent des mangas, des figurines, voilà, des produits dérivés Dragon Ball, des jeux vidéo aussi. Ce n'était pas énorme, mais suffisant pour nourrir ma passion. J'étais le gamin qui faisait des kamehameha dans la cour de récréation, je n'étais pas le gamin qui jouait au foot, voilà. Et puis un jour, il y a eu ce gamin dans le quartier qui a rapporté un CD d'import ou du Japon, je sais plus s'il était là au Japon, un CD Dragon Ball, un CD officiel surtout, un CD japonais. Pour nous, dans le quartier, c'était l'effervescence. Tout le monde a copié ce CD sur des cassettes audio à l'époque, et ça s'est répandu un peu partout, dans tout le quartier. Je me rappelle encore du choc quand j'ai entendu les chansons à l'intérieur, dont le célèbre Chala He Chala,
bien sûr. Moi, innocemment, je m'attendais au générique français comme un idiot, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, à l'époque, je ne comprenais pas un seul mot de ce qui se disait, mais c'était là la première fois, la toute première fois que j'entendais du japonais. C'était un véritable choc. J'ai adoré cette langue. Dès le début, dès la première fois où je l'ai entendu. Bien entendu, je sais pas à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre le japonais, mais j'étais vraiment fasciné par cette prononciation. Il y avait quelque chose qui résonnait vraiment en moi à l'époque. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dragon Ball, ainsi que bien d'autres, ne venait pas de France, mais du Japon. C'est à ce moment-là que je me suis mis à lire quelques livres par-ci par-là à la bibliothèque de l'école. Les livres qui s'appelaient Le Japon. Et un livre qui s'appelait d'ailleurs Le Japon, je ne sais pas si quelqu'un le connaît ce livre, mais j'aimerais beaucoup le retrouver, parce que je l'avais lu à l'époque. Le titre c'était Le Japon. J'ai pas plus d'infos, faudrait que je retourne dans mon école primaire pour voir, peut-être qu'il y a encore. On va dire que c'était les premières graines. Et puis un jour, j'ai eu un poster Dragon Ball Z. Le poster du film avec Bio Broly. Et sur ce poster, en dessous, dans les crédits, il y avait des choses écrites qui me fascinaient. Il y avait des kanji, des hiragana, des katakana. J'ignorais totalement le nom de ces choses-là à l'époque. Mais il y avait aussi l'alphabet, il y avait aussi les chiffres arabes. Ça me fascinait. Je voyais cette espèce de gloubi-boulga un peu étrange. Des formes plus arrondies, des formes plus rectilignes, des formes avec beaucoup plus de traits. J'étais vraiment fasciné par ce que je voyais. J'ai passé des heures à regarder, non pas les personnages sur le poster, mais ses caractères. Je suis un peu bizarre, mais voilà. Et ce qui me captivait, c'est que personne dans mon entourage n'était capable de les lire, bien évidemment. J'étais totalement dans le flou, parce que bien sûr, à l'époque, je n'avais pas internet, je n'avais même pas d'ordinateur, donc ce genre d'infos, personne ne les avait, quoi. Et un jour, à Noël, j'ai reçu un livre qui s'appelle Le Dictionnaire de Dragon Ball. C'était l'édition française du Daizenshu numéro 7, c'est des livres Dragon Ball, voilà, des espèces d'artbook, mais avec beaucoup d'informations sur l'univers, sur les personnages, sur les techniques, sur plein de choses. Et à l'intérieur de ce livre, il y avait le Goju Onze, le tableau des 50 caractères, donc le tableau des hiragana tout simplement, qui était expliqué, comme vous pouvez le voir à l'image actuellement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre les hiragana comme ça, et sans doute avec un ordre des traits vraiment à revoir, je pense. Et surtout que je les ai sûrement pas appris dans l'ordre à l'époque, je disais pas A, I, U et O, je pense que j'ai fait un peu mon gloubi-boulga à l'époque. Mais voilà, j'ai commencé à apprendre le japonais à cette époque. Mais bref, ce qui comptait, c'est que ça m'avait vraiment happé et que j'avais commencé, sans le savoir, un voyage qui m'amènera jusqu'ici à vous parler de mon apprentissage du japonais. Depuis ce temps, je n'ai jamais cessé d'être fasciné par le Japon, mais bien sûr, j'avais d'autres centres d'intérêt. L'histoire, la lecture, les civilisations antiques, l'Égypte, plein de choses qui me passionnaient. Mais le Japon est resté là, comme un fil rouge discret qui transcendait tout le reste. Chaque fois que je tombais sur un livre, un documentaire, quelque chose qui parlait du Japon, j'étais fasciné et j'essayais de retenir le plus d'informations possible. J'avais envie de comprendre, d'aller plus loin, de dépasser un peu l'image cliché que tous on avait à l'époque. Et au collège, j'ai commencé à lire des romans japonais. En français évidemment, je ne parlais pas japonais à l'époque. Par exemple, La Pierre et le Sabre, La Parfaite Lumière de Yoshikawa Eiji. Ça m'a complètement fasciné. Je suis devenu totalement passionné pour l'époque d'Edo. J'ai aussi découvert Mishima avec ses romans marquants. Je suis loin d'être un fan, mais voilà. J'ai lu Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata. Je suis un chat de Natsume Soseki, qui m'a beaucoup marqué. Ou encore divers livres de Murakami Haruki. Ces livres m'ont ouvert les yeux. Le Japon, ce n'était pas juste des samouraïs et des héros de manga. C'était une culture, une littérature, une sensibilité que je voulais comprendre. En troisième, lorsqu'on nous a demandé de choisir nos vœux pour la suite, pour le lycée, tout ça, je suis resté bloqué. J'étais incapable d'imaginer autre chose que apprendre le japonais, approfondir mes connaissances sur le pays et sur sa langue et sa culture. Dans ma tête, c'était hyper clair. Je voulais trouver une fac spécialisée dans la matière. Sauf que la conseillère d'orientation de l'époque m'a dit clairement dans les yeux, mais enfin, ça n'existe pas, une fac de japonais. Le directeur du collège, lui, je m'en souviendrai toujours, a été un peu plus cash. Tu n'y arriveras jamais. Concentre-toi plutôt sur l'espagnol. Oui, à l'époque, j'avais choisi espagnol et j'étais nul. Mais en même temps, je ne faisais pas beaucoup d'efforts, faut être honnête. Par rapport à ça, petite ellipse, mais plusieurs années plus tard, j'ai été mandaté, entre guillemets, pour donner des cours d'initiation à la culture japonaise dans mon ancien collège. Ça m'a fait un peu sourire parce que voilà, le personnel du collège m'avait dit que jamais je n'arriverais à apprendre le japonais et que je n'avais pas ma place. Et finalement, des années plus tard, on m'a demandé de donner des petits cours d'initiation. Voilà. Bref, ce directeur du collège qui m'avait dit que je ferais mieux de m'occuper de l'espagnol, il m'a dit à l'époque, tu es fasciné par le Japon à cause des mangas. C'est une lubie. Ça passera. Certes, ça est passé parce que je lis plus beaucoup de mangas aujourd'hui, mais c'était comme si mon envie n'avait aucune valeur, que c'était juste un caprice. Pour couronner le tout, il m'a balancé, en plus, tu n'y connais rien. Par exemple, la superficie du Japon. Et là, sans réfléchir, je lui ai dit 378 000 km². Gros silence.
Je m'en souviens encore et j'étais un peu fier de lui avoir donné cette information. Je me rappelle aussi de mon dernier Noël au collège. Cette année-là, je me rappelle, j'ai reçu 50 € de la part de ma famille. 50 € pour m'acheter ce que j'avais envie de m'acheter. C'est une somme qui me paraissait énorme à l'époque. On était d'ailleurs en famille dans le sud de la France, parce que j'ai de la famille dans le sud. Et quelques jours après Noël, on est allé à la Fnac. Fnac d'ailleurs qui n'existait pas à Cherbourg, là où j'étais, il n'y avait pas de Fnac. Mais on est allé à la Fnac. Je me rappelle avoir utilisé 49,99 € pour m'acheter 40 leçons pour apprendre le japonais. Bref, il me restait 1 centime. Cette méthode, la voici. C'est le bouquin d'origine. Hein. C'était fourni avec des CD et des cassettes audio aussi. Voilà, ça se présente comme ça. Je garde un peu cette méthode comme une relique de l'époque où j'ai commencé vraiment sérieusement à apprendre le japonais, j'avais 14 ans. Avec le recul, cette méthode est pleine d'erreurs, un peu fouillie, pas très claire, mais c'était ma première. Donc j'ai appris les katakana, j'ai révisé les hiragana, je les avais appris quand j'étais petit, mais je les ai bien appris cette fois-ci. Les katakana, une centaine de kanji, bref, ça symbolise vraiment quand j'ai commencé à apprendre le japonais. D'ailleurs, je reçois aussi beaucoup la question, quelle est la meilleure méthode pour apprendre le japonais? Franchement, je vous le dis, il y a des méthodes meilleures que d'autres, mais aucune méthode n'est parfaite. Et je pense qu'il n'y en aura jamais de parfaite. C'est mon premier conseil si jamais vous voulez démarrer le japonais, c'est juste, ne cherchez pas la méthode parfaite, juste prenez une méthode et commencez à apprendre le japonais. Vous aurez tout le temps de vous corriger à l'avenir. L'important, c'est de s'y tenir tous les jours, d'étudier tous les jours. Une méthode moyenne utilisée régulièrement sera toujours plus utile que la meilleure méthode utilisée une fois tous les 3 mois. C'est la base, ce que je vous dis. Je suis pas le premier à le dire, mais voilà. Je le pense profondément. Et même, de toute façon, les plus grosses méthodes et les méthodes les plus efficaces ont des erreurs. J'en ai constaté à de nombreuses reprises. Bref, vous aurez tout le temps de corriger ça en avançant. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Senni no Michimo Hippokara. Après quelques mois à avoir étudié en autodidacte cette fameuse méthode 40 leçons pour apprendre le japonais, je me sentais un peu perdu. Je voyais pas bien où j'allais, en fait, au niveau de l'apprentissage. Je me sentais vraiment complètement perdu. J'avais l'impression de stagner, de tourner en rond, sans savoir comment valider, entre guillemets, ce que j'apprenais. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qui va devenir mon deuxième conseil principal, les dramas japonais. Les dramas, c'est quoi? Ce sont des séries japonaises, hein, comme, voilà, vous regardez Joséphine Ange Gardien, c'était une série française. Là, vous avez des séries japonaises, avec des acteurs japonais. Contrairement aux animés, alors je ne dis pas qu'il faut pas regarder d'animés, je sais, il y a des gens qui apprennent le japonais avec des animés, et je dis pas que c'est pas bien, mais pour moi, dans les dramas, les acteurs ont une voix plus naturelle, et plus proche du japonais réel, entre guillemets. Parfois, c'est un peu exagéré quand même, mais ça reste beaucoup plus réaliste pour s'entraîner à comprendre des véritables conversations. J'ai énormément travaillé mon oreille avec ces dramas. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas Netflix ou Crunchyroll, il fallait fouiller sur des forums, sur des sites, il fallait télécharger des fansubs, parfois même graver sur CDR, rien à voir avec le streaming d'aujourd'hui. J'en ai facilement regardé une 50aine. Tensha Otoko, Kurosagi, My Boss My Hero, Nobuto Produce, Long Love Letter, il y avait quoi d'autre? Hana Yori Dango, il y en avait tellement que j'ai regardé. J'ai commencé bien sûr avec des sous-titres français, mais au bout d'un moment, j'ai commencé carrément à enlever les sous-titres. Et j'ai même poussé le truc un peu plus loin, j'ai extrait l'audio de ces dramas, et je les écoutais un peu comme des podcasts, même des fois en dormant. Un peu comme des séries audio. C'est fou tout ce que j'ai appris en m'immergeant comme ça dans ces dramas. Mais je n'étais pas inactif. C'est-à-dire que je prenais des notes, les mots que je ne connaissais pas, je les cherchais dans un dictionnaire, je notais les expressions, je répétais à haute voix, parce que bien sûr l'immersion passive, ça ne suffit pas. Même si c'est mieux que rien. Mais ça ne suffit pas. Quand j'étais au lycée d'ailleurs, je me suis mis aussi à lire des romans en japonais, avec un dictionnaire à côté, et ça m'a vraiment aidé à consolider mon vocabulaire et ma compréhension des textes. Donc c'est vraiment très important. Je le dis souvent, mais c'est important de commencer à lire très tôt, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si vous passez 10 minutes sur une phrase, c'est dur au début, mais c'est vraiment essentiel pour moi. En parallèle, j'ai pris des cours du soir. Mon lycée ne proposait pas de japonais. Je me suis inscrit dans un IUT qui organisait 1 heure de cours tous les mardis soirs. J'étais le plus jeune des élèves. Et au début, on était une dizaine, puis 8, puis 5, puis 3. Et finalement, je me suis retrouvé le seul élève, ce qui n'était pas du tout rentable pour l'IUT, mais ma professeure de l'époque, que je remercie énormément si elle passe par ici. Merci beaucoup. Elle a continué à m'enseigner le japonais sur quasiment toute ma période de lycée. Et c'est également elle qui m'a appris l'existence de l'INALCO et qui m'a dit que je devrais tenter ma chance. Ça a été un vrai déclic. À partir de ce moment-là, mon objectif c'était d'intégrer cette école. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé et j'ai été pris. Direction Paris. Enfin... pas tout à fait. Au départ, j'étais hébergé chez ma grande sœur, je te remercie encore, à Rouen, parce que franchement, les loyers parisiens, c'était un peu mission impossible. Résultat, tous les jours, Rouen-Paris, aller-retour. Mais je n'avais pas le choix. Après quelques mois et différentes péripéties, j'ai fini par trouver un petit studio à Paris, un petit 10 mètres carrés. Et là, c'était une autre vie. Plus d'autonomie, moins de fatigue, même si je comptais chaque euro. Vraiment, j'étais vraiment pauvre. Je
pourrais d'ailleurs faire une vidéo entière sur le fait d'être étudiant fauché à Paris. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter, éventuellement, si ça vous intéresse. Mais là, c'est pas le sujet. Revenons à l'INALCO. Les cours étaient passionnants. Les cours d'histoire, de conjugaison, de grammaire, d'histoire, je l'ai déjà dit. Bref, de langue, de kanji, plein de trucs. Il y avait plein de choses qui étaient vraiment passionnantes. Et surtout, pour la première fois, j'étais entouré de gens qui partageaient la même passion. Je n'étais plus le mec bizarre au fond du CDI qui traçait des kanji. On venait tous d'horizons différentes, mais on avait tous une même passion pour le Japon. Enfin, quasiment tous. Bref, ça m'a fait un bien fou de plus me sentir comme un extraterrestre. Parce que c'était vraiment le cas jusqu'à l'INALCO. Honnêtement, la première année, je l'ai trouvé assez simple. J'avais déjà pris pas mal d'avance, donc je l'ai trouvé assez simple. Donc je me sentais plutôt serein. Bon, j'ai un peu honte de vous le dire, mais allez, vas-y. Je suis considéré sur Ici Japon généralement comme le monsieur kanji. Le gars qui est passionné par les idéogrammes, par les kanji, qui en connaît des milliers. Et c'est vrai que je connais beaucoup de kanji. Mais je vais vous parler de mon tout premier examen de kanji, parce que ça vous donnera un peu le ton de l'INALCO quand même. J'étais hyper confiant. Je connaissais déjà plein de kanji en arrivant à l'INALCO. Ouais, ça va le faire, ça va se passer, ça va bien se passer. J'ai lu les questions, c'est facile ça. Allez, ok, très bien, ouf. Oh là là là. Et puis arrive le jour des résultats. Et là, 0 sur 20. Là je me dis, mais il y a un problème. Enfin, moi, 0 sur 20 en kanji? Non mais, il y a une erreur, il y a forcément une erreur. Je suis allé au bureau des professeurs. Je dis, non mais c'est quoi ce délire là? Oh, c'est moi là. Oh, j'étais un peu trop confiant. Bref, et je tombe des nues. Et là, on me montre ma copie. Je regarde ma copie. Bonne réponse. Ok, je comprends pas, bah tout est bon. Et là, ma prof, elle me dit, mais vous n'avez pas fait le verso? Oui, j'avais pas fait le verso de la feuille. Voilà. C'est là que j'ai compris le système d'ailleurs de notation de l'INALCO. Il y avait 5 questions devant, 5 questions derrière. Une mauvaise réponse ou une réponse qui n'est pas remplie, c'est moins 2 points. Donc j'avais tout bon devant, donc 10 sur 10. Derrière, j'avais rien fait, donc 5 questions, moins 2, 0. Voilà, c'était fatal hein, comme système de notation. Ils sont très sévères à l'INALCO, mais heureusement d'ailleurs. Je vous rassure, à l'examen suivant, pas de problème, j'ai fait les deux côtés de la feuille, et ça s'est bien passé. Mais c'est juste mon premier examen de kanji, voilà. Mais bref, c'était une super période. Je passais mon temps à la bibliothèque à lire, à tracer des kanji, à étudier le japonais. C'était vraiment passionnant. Je passais vraiment des heures à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai fini par travailler à la bibliothèque pendant 2 ans et demi, à peu près. J'y ai bossé 2 ans et demi comme job étudiant, d'ailleurs. Très bonne expérience, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous en parler un jour. Bref, mes années parisiennes, même si je ne suis pas un grand fan de la ville, ont été remplies de belles rencontres, de découvertes et de souvenirs très positifs. J'ai eu la chance de croiser des professeurs particulièrement bienveillants et particulièrement experts dans leur domaine. Ils m'ont transmis non seulement leur savoir, mais ils avaient vraiment une confiance en moi. Bref, c'était une très bonne période de ma vie. Je vous épargne les détails parce que mon départ au Japon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais bien sûr, après mes études à l'INALCO, je suis parti au Japon pour un permis vacances-travail, un working holiday. Sur place, j'ai passé le JLPT niveau 1, donc le niveau le plus élevé du JLPT, le test de japonais. Hein. Bon, j'aurais beaucoup de choses aussi à vous redire sur le JLPT parce que je trouve que c'est un examen qui est loin d'être parfait, il y a beaucoup de choses à revoir, je pense qu'il mériterait une bonne réforme, trop centré sur des connaissances passives, par exemple il n'y a pas d'examen d'oral, il y a un examen d'écoute, mais il n'y a pas d'examen d'oral, et non il y a plein de choses, il n'y a pas d'examen d'écrit non plus, on n'écrit pas au JLPT, on n'écrit pas, peu dommage, c'est juste un QCM à remplir, donc je pense que je ferai une vidéo sur le JLPT 1 de ces 4. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, parce que éventuellement je pourrais développer. En tout cas voilà, j'ai eu le JLPT niveau 1, ce qui est très bien pour travailler au Japon, pour trouver du boulot, c'est très pratique. Et ensuite, du coup a commencé vraiment mon apprentissage, je dirais, actif, c'est tout simplement la vie au Japon. Le quotidien, les échanges avec les locuteurs natifs, les discussions tous les jours, les petites conversations, les vieux qui viennent vous voir pour vous expliquer des trucs, voilà, des véritables interactions avec des Japonais bien sûr. Alors je parlais déjà japonais du coup quand je suis arrivé au Japon, mais je pense que je parle beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Mais en vrai, en arrivant au Japon, j'ai ressenti vraiment un vrai déclic. Pour la première fois, je pouvais pratiquer en conditions réelles. Et donc certains Japonais me corrigeaient gentiment. D'autres comprenaient, donc ne pensaient pas à me corriger. Ça a été une période d'apprentissage super intense. Bref, il m'est arrivé plein de choses au Japon, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais disons qu'au bout d'un moment, j'ai fini par rencontrer ma femme, Kyoko, et je lui dis tout de suite, corrige-moi dès que je me trompe. Et elle a joué le jeu à fond. Elle a vraiment été d'une aide précieuse en me signalant ce qui sonnait un peu bizarre ou pas naturel. Ça arrive encore d'ailleurs de temps en temps. Avec le temps, j'ai remarqué que je comprenais de plus en plus et que les mots vraiment nouveaux devenaient de plus en plus rares aussi.
Mais, encore une fois, j'étais actif. Dès que je croisais un mot que je ne connaissais pas, je le rentrais dans ma base de données et je l'apprenais. Cette pratique active, ça a vraiment fait exploser mon niveau. Aujourd'hui, je me dis que si j'entendais le japonais que je parlais à l'époque, je pense que j'aurais beaucoup de choses à redire, même si à l'époque, j'étais pas bloqué ni pour les conversations courantes, ni pour les démarches administratives et ce genre de choses. Mais bon, je pense que j'aurais quelques remarques à faire sur mon niveau de l'époque. J'aimerais maintenant vous parler des outils que je considère vraiment indispensables pour l'apprentissage du japonais. Et d'ailleurs, ça marche pour n'importe quelle langue. On commence tout de suite par l'application pour moi la plus importante et la plus utile dans l'apprentissage, tout simplement l'apprentissage. C'est l'application Anki. Anki, c'est un logiciel de flashcard, donc de carte mémoire, basé sur le principe de la répétition espacée. Concrètement, vous créez des cartes, ou vous en téléchargez, vocabulaire, kanji, grammaire, expression, proverbe, peu importe. À chaque session, Anki sélectionne les cartes sur lesquelles votre mémoire est la plus fragile. Plus vous hésitez, plus la carte reviendra vite. A l'inverse, plus vous répondez juste, plus elle s'éloigne dans le temps. Alors attention, Anki ce n'est pas magique, il faut l'utiliser régulièrement, sinon ça ne sert à rien. Mais si vous êtes régulier, c'est vraiment redoutable. Il y a une version payante sur iPhone ou iPad, mais sur Android c'est gratuit, ça s'appelle Ankidroid, et sur ordinateur c'est gratuit, tout simplement. Vous avez aussi une version sur navigateur, voilà. Vous pouvez télécharger des cartes tout préfaites, des decks de cartes tout préfaits, mais moi je vous conseille vraiment de faire vos propres cartes. Je sais que c'est un peu plus long, mais ça rentrera plus facilement et plus efficacement dans votre mémoire. C'est un petit conseil, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Aussi, un autre de mes conseils, je vous conseille de lire, tout simplement, de commencer à lire. Voilà, ce que vous voulez, un livre, un magazine, un journal, un article de blog, peu importe, un manga aussi si vous voulez. En japonais on appelle ça yomimono, donc chose à lire. L'important, surtout au début, c'est de choisir un sujet qui vous plaît vraiment. Vous êtes passionné de photographie, lisez un bouquin un magazine sur la photographie. Si vous êtes passionné par l'histoire, lisez un bouquin d'histoire, etc., etc. Tant que ça vous motive et que vous avez envie de comprendre ce qui est écrit dans le texte, c'est tout ce qu'il faut. En plus, vous apprendrez les termes techniques de domaines qui vous passionnent, donc c'est déjà plus sympa pour avoir des conversations. Vous êtes caméraman, vous avez appris tous les termes techniques en caméra, et du coup c'est pratique pour parler avec un autre caméraman japonais, pour que comme ça vous allez pouvoir échanger plus facilement. Et aussi c'est de la langue que vous apprenez totalement en contexte, hein. C'est vraiment du texte pour les japonais à la base, donc ça s'éloigne des livres de cours habituels, quoi. Et je parle d'expérience, quand je suis arrivé au Japon, je me suis abonné au journal, tout simplement, le Yomiuri Shimbun, donc tous les jours je lisais des articles de journaux, et ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi, même si je lisais déjà des romans depuis longtemps. Encore une fois, l'important c'est de ne pas tout comprendre d'un coup. Si vous comprenez seulement 90% de la phrase, c'est pas grave, laissez le 1%, laissez le 10% que vous comprenez pas. Si vous avez compris l'intention, l'histoire et tout, c'est pas grave. Du moment que vous êtes dans le livre, c'est ce qui est le plus important. Mais ça n'empêche pas de garder le mot de côté et de le chercher après et de l'apprendre. Quatrième outil, bien sûr, parler avec des natifs. Alors moi je vous cache pas que dans le fin fond de la Normandie c'était un peu compliqué à l'époque. C'est aussi pour ça que j'aurais bien aimé que des applications comme Italki, dont je vous ai parlé tout à l'heure, existent. D'ailleurs voici un nouvel extrait. 私はジェレミーですってなんて言う？私はジェレミーですは、私は저는と言います。저는。で、ジェレミー。次は입니다。입니다。そうそうそう。なんか입니다はですって。そうでですの若干フォーマルな使い方ではあるんですけど、저는 제레미입니다と言います。저는 제레미입니다。そうです。OK。はい。Bref, grâce à Italki, vous pouvez parler avec des locuteurs natifs, quel que soit l'endroit où vous êtes. Du moment où vous avez internet, c'est quand même plutôt puissant comme méthode. Aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui idéalisent mon niveau. Est-ce que je suis le meilleur en japonais? Non, mais je suis clairement fier de mon niveau. J'ai aucun problème à discuter de quasiment n'importe quoi avec n'importe quel japonais. Je peux regarder des séries, des films. J'ai aucun problème, j'ai pas besoin de sous-titres, rien du tout. C'est pas pour me vanter, mais aujourd'hui, japonais, c'est plus une langue étrangère pour moi, c'est vraiment une part de moi-même. D'ailleurs, il y a une habitude que je voudrais reprendre bientôt, c'est une habitude que j'avais avant, c'est d'écrire quelques mots par jour, une espèce de journal intime en japonais. Je faisais ça il y a quelques années. J'ai un peu stoppé pendant 15 ans, mais ça serait bien que je lui en mette, parce que c'est plutôt sympa pour entretenir l'écrit, on va dire. L'écrit à la main. Oui, parce que je parle japonais, j'écris japonais, je lis japonais, pas de souci, mais j'écris comme un cochon. En français aussi, hein, donc bon. Autre petit conseil, c'est basique, mais j'ai vu beaucoup de gens faire ça. Évitez d'étudier votre japonais en regardant une série en français, par exemple, ou en regardant la télé, ou en écoutant la radio en français. Mettez-vous dans une bulle de japonais, il faut que vous soyez entouré totalement de japonais. Essayez de réfléchir dans la vie courante en japonais. Au début, c'est un peu compliqué, mais ne serait-ce que vous voyez une pomme, vous dites pas pomme, ça se dit lingo, vous essayez de vous dire directement lingo, c'est un exemple. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui étudiaient un peu, j'ai vu des gens en cours qui étudiaient
le japonais en dessinant un manga sur le côté. Je vous dis, c'est pas viable. Il faut vous créer vraiment au maximum un environnement 100% japonais. Podcast, chaîne YouTube. D'ailleurs, bientôt, je vais essayer de lancer ma chaîne en japonais. Voilà, petit spoil. Bref, le meilleur conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est un peu basique comme conseil, je le reconnais, mais ce serait tout simplement commencer. Commencez votre apprentissage. Voilà. Et soyez régulier. C'est tout. Juste. Même si c'est 10 minutes par jour, eh bien c'est déjà bien. Et je pense que ce conseil est valable d'ailleurs pour plein de domaines et pas que le japonais. Mais c'est mieux que rester bloqué à l'étape « j'aimerais bien apprendre le japonais » ou « j'aimerais bien apprendre nanana ». Il faut vraiment, voilà, il faut juste démarrer en fait. Ou surtout aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a plein de ressources sur internet. Vous avez plein de gens, vous avez même des chaînes YouTube qui vous apprennent le japonais, vous les connaissez. C'est pas pour faire de leur pub, mais il y a plein de gens qui font des cours de japonais. Ce qui fonctionne, c'est une combinaison d'outils, de méthodes et surtout de votre motivation. C'est ça le vrai moteur, donc lancez-vous. Si jamais ça vous intéresse, sinon voilà. Il y a des milliers de méthodes, d'applications et tout ce que vous voulez, mais nous avons tous un cerveau différent. Ce qui marche pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc c'était juste mon témoignage personnel. Et l'important, c'est que vous trouviez votre méthode, celle qui vous donne envie de bosser, d'étudier tous les jours. Encore merci à Italki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez vous mettre sérieusement à apprendre le japonais, je vous conseille vraiment de cliquer dans le lien en description et d'utiliser mon code Zeremi. Merci à Italki pour leur confiance. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me parler de votre expérience et de votre avis, voilà, tout simplement. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. À bientôt, ou plutôt, comme on dit en japonais, matane!